Merci Bernadette. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc comme tu l'as dit, on va parler aujourd'hui rentabilité et robustesse du tournesol. Donc si jamais il y a un souci de son, de transition de diapo, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Et puis Bernadette, tu m'interrompras si jamais il y a le moindre problème, hein. Ok, merci. Merci. Hop. Allez, c'est parti. Alors du coup, le programme pour aujourd'hui, hein, on va essayer de faire le plus synthétique et le plus percutant possible, avec une phase plutôt contextuelle, avec l'évolution de la culture ces dernières années au niveau du paysage national. On regardera un petit peu ensuite le positionnement au sein de la rotation culturelle, comment insérer le tournesol dans un système de culture. Et puis on rentrera un petit peu plus dans le concret avec les aspects climatiques et rentabilité auxquels on s'intéressera par la suite avant de conclure sur les différents leviers techniques à actionner pour maximiser la performance de la culture. Donc effectivement, pour commencer le contexte, alors au niveau surface, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, on a un essor assez marqué du tournesol, hein. Si vous regardez le graphique de la SAU nationale, hein, depuis 2016, on est environ à 44% d'augmentation de surface. Et si on regarde un petit peu sur les région par région, donc là j'ai extrait les données de quelques régions françaises, on voit qu'on a quand même une tendance à l'augmentation, hein. Là vous avez les évolutions entre 2019 et 2020 qui sont indiquées en vert. Et sur les bassins historiques, hein, que sont par exemple le Midi-Pyrénées ou le Poitou-Charentes, on voit qu'on a quand même des surfaces qui restent assez hautes, et le plus marqué notamment en Poitou-Charentes, où là on a vraiment une explosion des surfaces cette année, quoi. Sur les nouveaux bassins type Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ou Bourgogne, où là on a des augmentations qui commencent à se faire sentir. Ces augmentations de surface, si vous voulez, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a déjà d'abord des remplacements de cultures qui peuvent être conjoncturels. Là, quand on parle de colza, de difficultés d'implantation, notamment liées à des contextes climatiques très, très difficiles, assez séchants et des déficits hydriques marqués qui conduisent à des remplacements de cultures. Mais ça peut être aussi des remplacements de céréales à paille, hein, suite à l'inverse des excès d'eau et des conditions d'implantation très, très compliquées qu'on peut avoir dans certains secteurs. Donc, qui nous poussent à nous tourner vers des cultures comme le tournesol en guise de remplacement. On a aussi des remplacements qui vont être structurels. C'est le cas, donc là c'est un exemple qui concerne un peu plus ma région. Donc en Auvergne, en Limagne, on a eu l'arrêt de la culture de betterave. Ça a libéré, à titre d'exemple, entre 4 et 5 000 hectares sur la zone, et du coup le tournesol a pris une place non négligeable dans le nouvel échiquier d'assolement. Et puis du coup, l'autre facteur qui peut pousser aussi à ces remplacements de culture ou cette augmentation de surface, c'est qu'on a de plus en plus d'impact technique sur les cultures d'hiver, sur le colza notamment avec les résistances des insectes aux pyrétrinoïdes de synthèse qui rendent la conduite difficile à l'automne. Et puis sur les céréales à paille, des difficultés d'enherbement, de graminées et de résistance aussi, donc voilà, qui peuvent conduire à libérer des surfaces pour le tournesol. Il y a un aspect aussi, là on a parlé concurrence avec les cultures d'hiver. Au niveau des cultures de printemps, aujourd'hui, vous savez comme moi que la compétition pour l'accès à l'eau et à l'eau d'irrigation devient assez compliquée. Et des cultures comme le maïs et le soja qui ont des besoins assez importants en termes d'irrigation commencent à être remis en question dans certaines régions au profit du tournesol qui, lui, a des besoins en eau qui sont d'une part assez bien plus faible et qui surtout a une efficience d'utilisation d'eau qui est assez importante. Donc d'où toutes ces augmentations qu'on peut voir depuis plusieurs années maintenant. Si on regarde au niveau économique, alors là vous avez un graphique qui part depuis 2006, hein, donc les 15 dernières années. Donc on va s'intéresser d'abord au rendement, la courbe en jaune. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a un rendement moyen à l'échelle nationale qui est relativement stable. On a des oscillations qui vont être comprises entre 20 et 26 quintaux sur les 15 dernières années. C'est quand même assez rare d'avoir une culture qui est aussi stable en termes de rendement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a une stabilité des charges opérationnelles. Donc ça, c'est des charges, tout ce qui va être lié notamment aux intrants. Sur le graphique, c'est les items en orange. Donc vous voyez qu'on a une stabilité qui est assez forte là aussi, avec des oscillations qui vont être entre 230 et 310 euros par hectare. Ce qui est d'une part assez faible, mais aussi on n'a pas forcément une augmentation qui est très importante, comme on peut l'avoir sur le colza notamment. Ce qui me conduit à dire que finalement, rendement stable, charge stable, donc on est sur une culture qui est soumise réellement aux
conséquence d'effets marché, et notamment d'effets de prix. Et là, pour l'illustrer, je vous ai fait un petit exemple d'évolution des cotations. Donc là, c'est l'exemple à Saint-Nazaire, des cotations moyennes sur les 5-6 dernières années. Donc vous avez d'un côté le tournesol oléique en orange et le tournesol linoléique en vert. Donc on verra la différence entre les deux juste après. Mais vous voyez quand même qu'il y a des fluctuations qui sont assez importantes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la courbe du tournesol linoléique commence à rejoindre celle de l'oléique. On va voir juste après pourquoi. Mais là, les dernières cotations qu'on a, notamment sur le mois de novembre, laissent à penser qu'on va avoir des prix qui sont supérieurs à 400 € tonne. Donc, on est quand même sur un niveau de prix qui est assez haut, quoi. Voilà. Je vous parlais de ces deux typologies de débouchés, linoléique et oléique. Alors, on parle souvent de prime oléique. C'est plutôt un écart de prix, en fait, entre ces deux débouchés. Le premier débouché, donc le linoléique, qui est minoritaire en France aujourd'hui, qui est de l'ordre de 25% de la SAU française, est plutôt développé dans les pays de l'Est de l'Europe. Il y a un débouché pour le linoléique qui est autour de l'huile végétale en bouteille ou en mélange avec des huiles type ISO4 et puis de la margarine. Et je vous parlais tout à l'heure que le linoléique commençait à reprendre un niveau important de prix de vente, tout simplement parce qu'on a un débouché qui est assez dynamique. Aujourd'hui, le contexte favorise grandement le linoléique, puisqu'on a un contexte sanitaire qui favorise les gens à rester chez eux, et donc des demandes en huile et en margarine qui sont plus fortes. Et à l'inverse, l'oléique, vous avez un débouché majeur qui est l'huile de friture pour la restauration, qui lui, du coup, est forcément en consommation réduite vu le contexte. Et puis également le biodiesel qui reste un petit débouché, mais finalement, il y a moins de circulation de véhicules, donc il y a moins de consommation aussi. On peut l'extrapoler grossièrement comme ça. Vous avez juste au-dessus les prix. Donc là, c'est des prix fermes, ce n'est pas des prix cotation, qui sont des prix de 2019. Donc vous voyez qu'il y avait un écart assez important. Et je vous disais, aujourd'hui, on est plutôt sur un prix ferme bloqué autour de 380 € tonne et pour les deux débouchés. Donc finalement, on n'a pas un écart qui est si grand. Je vous parlais tout à l'heure d'évolution de dynamique de prix. Là, quand vous regardez l'écart entre le linoléique et l'oléique, donc ce qu'on appelle la prime oléique, la part dans le prix de vente ces dernières années, vous voyez que finalement, c'était assez réduit jusqu'en 2014. Et puis finalement, après 2015, on a eu un premier bond qui est vite redescendu. Et finalement, 2018-2019, on a eu un gros écart entre l'oléique et le linoléique. Hop, je passe à la diapo d'après. Donc, au niveau des atouts, la plupart de ces atouts, vous les connaissez déjà, mais je vais me permettre de les reciter. On est sur un cycle qui est excessivement court, de l'ordre de 4 à 5 mois, donc ce qui mobilise la trésorerie d'exploitation sur un temps assez réduit. On va dire que vu le contexte aujourd'hui, c'est quand même un atout non négligeable. Au niveau du temps de travail, on est sur un temps de travail relativement modéré par rapport à d'autres cultures, puisqu'on oscille entre 4 et 4,5 heures hectare contre 5 à 6 heures en maïs ou en colza. Donc ça, c'est des valeurs indicatives qu'on a en interne. Donc ça, c'est pareil. En termes de confort de travail pour l'agriculteur, c'est non négligeable. Je vous parlais des charges opérationnelles. Donc il y a deux aspects. Je vous disais qu'elles étaient assez basses finalement comparées à d'autres cultures. Et elles sont en plus soumises à une variation qui est bien moins importante que d'autres cultures. Je citais tout à l'heure le colza, mais aussi le maïs. Ça fait appel pour celles et ceux qui ont assisté au webinaire de la semaine dernière de mon collègue Vincent Lecomte, qui est rentré beaucoup dans ces aspects évolution de charge et contexte économique. Voilà, on est sur des évolutions qui sont bien moins importantes sur le tournesol. On va s'intéresser maintenant au positionnement au sein du système. Donc là, j'avais cité deux exemples. Il y a plusieurs possibilités de positionnement et d'intégration dans un système. Soit on va être dans un cas majoritaire en tête de rotation. Donc quand on est dans une rotation historique, colza, blé, orge par exemple, là on peut avoir une insertion du tournesol en remplacement du colza en tête de rotation. Et puis, l'autre cas qu'on peut avoir aussi fréquemment, c'est un système d'allongement de rotation avec l'introduction d'une culture de printemps en milieu de rotation. Par exemple, là, un cas colza, blé, orge historiquement. Donc, c'est un cas qu'on va explorer juste après, qui était un cas notamment très fréquent dans les zones de Bourgogne. Le fait d'introduire une culture de printemps comme le tournesol, il y a différents bénéfices qui sont attendus. Donc, la maîtrise du désherbage, forcément, on va aller chercher les adventices qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser sur des cultures d'hiver. Ça, c'est l'avantage d'avoir une culture d'un autre cycle.
On va avoir préservé la préservation économique du système avec l'introduction d'une nouvelle culture et la préservation du potentiel des cultures suivantes. Ça va être le cas d'étude qu'on aura juste après. L'optimisation de l'usage de l'eau, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Effectivement, on est sur une culture qui a des besoins très réduits, mais finalement, le peu de besoins qu'elle a, si on arrive à les valoriser avec 1, 2, voire 3 tours d'eau, la culture répond très bien à ça et on peut vraiment sécuriser le rendement via ce genre de pratique. Et la qualité de précédent, hein, il y a toujours eu une réputation du tournesol en précédent du blé qui n'était pas forcément historiquement très bonne. On se rend compte au final qu'aujourd'hui, on a des résultats qui sont plutôt intéressants. On a des choses qui sont en cours au sein de Terrinovia. Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, malheureusement, parce que je n'ai pas tous les éléments en main, là, mais voilà, il y a des choses qui commencent à nous parvenir, qui sont intéressantes. Et au niveau des précautions agronomiques, hein, vis-à-vis de cette culture de tournesol, on va viser à minima un retour 1 an sur 3, hein, pour éviter de véhiculer tout un tas de maladies ou de problématiques. L'alternance, bien sûr, entre cultures d'hiver et de printemps, ça j'en ai parlé, pour rompre le cycle des bioagresseurs. Et puis le soin en particulier qu'on va adapter à l'implantation de cette culture. On le verra en fin de présentation, mais il y a vraiment une maîtrise à avoir sur ce point d'itinéraire technique particulier. Et je parlais de l'itinéraire technique, et effectivement, on va chercher à adapter le plus possible notre ITK au contexte environnemental, économique, et puis à notre potentiel de rendement dans la parcelle. Je vous parlais tout à l'heure d'insertion de culture d'été dans une rotation. Donc là, on est dans le cas d'une plateforme de Cypre, Berry. Donc dans le Berry, c'est une plateforme système de culture. Vous avez deux cas différents. Un blé dans un système de culture témoin, donc colza, blé, orge, où là, on a des difficultés d'enherbement assez marquées avec 2 passages en herbicide, Fosbury puis Célio, et des notes de satisfaction de qualité des herbages qui sont pas très bonnes, hein. Vous voyez en bas, la note maximale, c'est 9 en cas de satisfaction importante et 1 en cas de mauvaise satisfaction. L'objectif, on vise à avoir un minimum une note de 7, donc vous voyez que là, on est quand même pas terrible sur cet aspect-là. Et puis sur le système avec le blé innovant, donc là qui est inséré entre 2 cultures de printemps, hein, précédent tournesol suivant et anté-précédent maïs. On a juste un passage de Fosbury en herbicide, et là on a des notes de désherbage qui sont relativement plus importantes, qui sont couplées en fait à un rendement, on va considérer statistiquement d'équivalent, puisqu'il n'y a qu'un seul quintot d'écart, mais derrière, en termes de marge, on a une marge directe qui est beaucoup plus intéressante avec le système innovant et l'introduction des cultures de printemps, et notamment du tournesol. L'autre cadre que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, hein, donc ça c'est un exemple de travail qu'on a mené sur la région Bourgogne. Donc rotation historique du secteur, c'était donc une rotation colza, blé, blé, orge, où on avait des performances qui étaient historiquement celles qui sont décrites ci-dessous. Donc là, c'est des données issues de groupements d'agriculteurs, hein. C'est pas forcément de la simulation sur le postulat de départ. Ça, c'était la rotation historique. Et en fait, depuis 2-3 ans, on est dans ce cas-là, où on a une dégradation de la performance des cultures, tout simplement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, hein, des résistances insectes. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte bourguignon. On a vraiment, aujourd'hui, c'est bien difficile de faire du colza, donc on a des performances qui sont très impactées. Et puis des infestations et des résistances même de graminées, hein, qui commencent à nous poser souci aussi. Donc là, on a des performances c'est des données qui sont issues de 2018 et 2019 que vous avez en dessous. Donc vous voyez la dégradation de la performance par rapport au cas initial où on était à 487 € hectare au tout début du cycle. Et puis là maintenant, récemment, on est plutôt à 255 €. Donc on a une baisse très importante. Donc nous, on s'est intéressé à l'insertion du tournesol dans la rotation entre les deux blés pour rompre le cycle des bioagresseurs. Donc là, on a fait d'abord avec un effet immédiat, hein, un effet court terme. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que finalement, le tournesol reste la meilleure culture à l'échelle de la rotation. Par contre, si on fait la moyenne à l'échelle de la rotation, on a un gain qui n'est pas si important que ça par rapport à la rotation initiale qui était dégradée. Donc voilà, à court terme, on n'a pas un effet extraordinaire, mais on arrive à légèrement augmenter la performance de la rotation culturale. Et quand on regarde à long terme, en intégrant les effets précédents, en supposant, là on est plutôt dans de la simulation du coup, un retour aux performances initiales des cultures, on voit qu'on a une moyenne à l'échelle de la rotation qui est bien plus importante, bien que le tournesol soit finalement la culture la moins performante à l'échelle si on s'intéresse juste à l'aspect culture. Quand on regarde le tableau global, hein, on voit bien que là, on a finalement à l'échelle du système une performance qui est revenue à l'état initial avec l'insertion du tournesol.
et qui finalement est plutôt satisfaisante, hein, dans la mesure où on peut anticiper maintenant les dégradations de ces systèmes de culture trop orientés vers des assolements de cultures d'hiver, en alternant justement ces cultures d'hiver et de printemps. Et parfois, en cas d'enherbement vraiment très problématique, hein, on peut avoir des successions de 2 cultures d'été, hein, ou de printemps, donc tournesol, maïs, etc., pour pouvoir vraiment nettoyer au mieux la parcelle. Sur l'aspect climatique et économique, hein, au niveau de la robustesse et de la rentabilité, un schéma que vous avez peut-être déjà vu, hein, qui commence à dater un petit peu chez nous, qui date de 2016, on s'aperçoit finalement que le tournesol est la culture qui amortit le mieux les effets d'aléas prix et d'aléas climat. Donc là, le graphique il se lit de la façon suivante. Sur la gauche, vous avez des essais qui sont conduits en contrainte hydrique faible, et puis à droite, des essais qui sont conduits en contrainte hydrique intermédiaire à élevée. Donc là, on est plutôt dans des contextes stressants. Et puis derrière, il y a 2 cas de prix différents, hein. Vous avez la marge brute avec un scénario de prix bas et en orange, et puis la marge brute en scénario de prix haut. Donc là, c'est plutôt les barres en vert. Donc là, quand on regarde nos cultures de printemps qui sont présentées, hein, le tournesol est relativement dans la moyenne puisqu'il est proche, hein, statistiquement du maïs ou du sorgho. On a le soja qui se démarque très largement, avec des prix de vente qui sont un peu plus intéressants, puis des rendements surtout qui sont assez élevés. Alors que quand on passe sur les situations à contrainte hydrique, on va dire intermédiaire à élevée, là on voit que le tournesol, c'est la culture qui s'en sort le mieux. Tout simplement parce que des cultures comme le soja, sans irrigation, en contexte séchant, on sait très bien que c'est des cultures qui peinent beaucoup et qui ont des performances qui ne sont pas forcément très intéressantes. Et là, quand on regarde finalement ce graphique en superposition, on voit que le tournesol, il y a un écart qui est relativement faible entre la situation contrainte hydrique faible et la situation contrainte hydrique intermédiaire à élevée. Donc on a vraiment une preuve de robustesse qui est irréfutable. Un autre aspect auquel je me suis intéressé, c'est de regarder l'évolution du déficit hydrique, donc centré sur la période floraison. Donc là, c'est des données climatiques du 20 juin au 31 juillet, qui datent depuis, là qu'on a fait tourner depuis 1990. Donc vous avez en bleu le déficit hydrique, c'est-à-dire que la P-ETP, donc précipitation moins évapotranspiration sur cette période-là. Et puis en rouge, vous avez le rendement moyen sur la zone. Donc là, j'ai pris 2 zones qui sont plutôt sur des bassins historiques, hein. Vous avez Auch, du coup, dans le 32, et puis Niort dans les Deux-Sèvres sur le secteur Poitou-Charentes. Et là, on a 2 courbes qui sont quasi identiques. C'est-à-dire que d'un côté, on a le déficit hydrique qui se creuse en moyenne de 20 à 25 mm tous les 10 ans. Et à l'inverse, le rendement, là je parle de gain de rendement, mais c'est plutôt préservation de rendement, hein. On a une augmentation qui est de l'ordre d'à peu près d'un quintot par hectare tous les 10 ans. Mais on voit vraiment qu'on a une stabilité de rendement, même si le déficit hydrique et climatique se creuse. Ça s'explique majoritairement par le fait qu'on a une évolution de la génétique, une des variétés qui est assez impressionnante, et on a des résistances aujourd'hui à des maladies qui nous posaient problème. Le meilleur exemple là sur le graphique de Auch, si vous prenez l'année 1993, vous pouvez constater qu'on a un pic là de déficit hydrique. On était sur une année qui était très très humide, et à l'inverse on avait des rendements qui étaient très bas, et ça tout simplement s'explique parce que c'est une année où on a eu énormément d'attaques de Phomopsis sur des variétés qui étaient sensibles à l'époque, et maintenant ce n'est plus le cas. Donc vous voyez que dès 97, hein, on avait une année qui était encore plus humide, et finalement on a eu un niveau de rendement qui était correct parce qu'on avait des variétés qui déjà commençaient à tolérer le risque Phomopsis. Un autre aspect, donc ça on change déjà de région, on vient sur la région Auvergne, hein. Ça c'est une étude de cas que j'avais faite l'année dernière auprès d'un groupe d'agriculteurs sur la Limagne, hein, pour ceux qui connaissent, c'est au nord du Puy-de-Dôme, au-dessus de Clermont-Ferrand. Où là, on s'était intéressé à regarder, donc là, vous allez voir des graphiques, on est hors irrigation, c'est des conduites pluviales en sec, le différentiel de marge entre le tournesol et le maïs. Alors, on part du postulat au départ d'un prix de vente qui était 350 € tonne, 35 € par quintal pour le tournesol, et 14 € par quintal, soit 140 € tonne pour le maïs, avec des niveaux de charge OP constants. Aujourd'hui, si on prend le contexte 2020, on est sur un écart de prix qui est relativement similaire, puisqu'on est autour de 380 € par tonne sur le tournesol et autour de 170 sur le maïs. Donc finalement, on est sur le même delta de prix. Et le graphique que vous avez en dessous, en fait, vous permet de voir le différentiel. Donc c'est la marge tournesol moins la marge maïs. Donc quand le chiffre s'affiche en vert, différentiel positif en faveur du tournesol, et quand c'est en faveur du maïs, c'est un différentiel en faveur du maïs.
en fait. Et vous avez l'évolution en fonction des rendements, des performances de ces deux cultures. Dans le cas qu'on avait l'année dernière, donc par exemple, là, on était plutôt autour de 20-25 quintaux par hectare en tournesol et entre 50 et 60 quintaux par hectare en maïs conduit en sec. C'était vraiment une année compliquée climatiquement. Et là, on se rend compte que dans l'interstice, finalement, on a le tournesol qui est plus rentable à chaque fois dans cette situation-là. Ensuite, on a fait un fonctionnement un petit peu différent. C'est-à-dire que là, on a fait varier maintenant le prix de vente et on est resté à rendement constant. Donc là, sur des sols plutôt superficiels à faible RU, où on était en rendement moyen autour de 24 quintaux dans la région sur le tournesol et sur le maïs, on était autour de 65 quintaux. Donc là, différents scénarios de prix de vente. L'année dernière, on était autour de 140 € tonne pour le maïs et puis plutôt 350-360 pour le tournesol. Vous voyez que sur l'interstice, finalement, encore une fois, le tournesol est plus rentable dans ce contexte présent. On a fait, donc là, ici, sur le contexte sol superficiel, on a regardé également sur des sols plus profonds. Donc là, on s'est dit, voilà, un niveau de rendement un peu plus important. Sur le tournesol, on était autour de 33 quintaux sur ces sols-là, et le maïs, on était autour de 90. Donc on s'était posé la question honnêtement s'il fallait qu'on fasse l'analyse en pensant que vraiment le maïs allait être largement au-dessus. Et là encore, quand vous regardez, finalement, c'est pas si évident que ça. On a des écarts qui sont pas énormes sur le cas de l'année dernière. Et ça se répète également cette année où finalement le tournesol est loin d'être ridicule et même plutôt performant vis-à-vis du maïs sur des contextes en sec, quel que soit le type de sol. Ensuite, on s'intéresse un petit peu aux leviers techniques pour améliorer la marge de la culture et les performances. Donc, il y a différents points. Je vous parlais de l'implantation. La qualité de préparation va être cruciale. Au même titre que le choix variétal. Et puis, l'adaptation de la densité de semis, c'est ce qu'on va voir juste après. Là, on a des enjeux qui sont chiffrés autour de plus ou moins 400 € hectare sur la marge brute. C'est assez énorme. Le désherbage également, où on a une adaptation à faire vis-à-vis du contexte. Est-ce qu'on est dans des secteurs avec des problématiques très fortes comme l'ambroisie par exemple, ou est-ce qu'au contraire on n'a pas forcément de problématiques trop marquées? Donc là c'est pareil, il y a des enjeux qui sont assez importants autour de plus ou moins 200 € hectare sur la marge brute. Et puis il y a un intérêt quand même, on le verra à la fin, du désherbage mixte, du désherbage mécanique qui permet vraiment des résultats assez intéressants et finalement d'avoir des performances économiques qui suivent. Dans un contexte justement où on est dans la réduction d'intrants, c'est pas négligeable. Un point également là qui est à noter, c'est l'apport de bord, qui dans beaucoup de contextes finalement on observe des carences et ça peut être assez limitant sur le rendement. On a des enjeux au niveau des marges qui sont assez importants, là aussi de l'ordre de 150 € hectare. Et puis sur la fin de cycle, à partir de la floraison, aujourd'hui on a un outil qui s'appelle Tour de Plaine, que je vous invite à aller voir sur notre plateforme, qui est assez intéressant justement pour faire des diagnostics au champ. Et puis l'aspect dont je vous parlais tout à l'heure, l'irrigation, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après, mais on a vraiment une efficience, une réponse à l'irrigation qui est intéressante de la part de la culture. On peut vraiment sécuriser les rendements. Là aussi, il y a un enjeu qui est assez fort, autour de 200 € hectare sur la marge brute. Et puis dernier point sur la récolte. Aujourd'hui, on a beaucoup de récoltes qui se font tardivement sur du tournesol, avec des humidités qui sont finalement assez basses, et donc des tournesols très secs, et on a beaucoup de pertes à l'égrenage. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a vraiment une vigilance à apporter sur la récolte du tournesol. Au niveau de l'implantation, voilà, donc sur le choix variétal, aujourd'hui, les charges opérationnelles sur les semences, on est autour de 100 € hectare. Donc ça, c'est l'investissement de départ. Quand on regarde au choix variétal, il y a plusieurs choses à regarder. Je vous parlais tout à l'heure de la protection maladie. On a des variétés et des génétiques qui sont aujourd'hui relativement robustes et résilientes sur ces maladies-là. Je vous parlais du Phomopsis qui était le cas au début des années 90. Maintenant, on est plutôt nous confrontés au mildiou et encore un petit peu au verticillium, même si c'est plus restreint. Le mildiou reste un problème assez important. Là, je vous ai mis comme exemple, par exemple, pour le verticillium, 10% de plantes touchées, c'est environ 2 quintaux de perte. Donc ça peut représenter 68 € de perte à l'hectare, avec une hypothèse de prix de vente, je l'ai mis en bas, autour de 340 €. Là, on est sur une hypothèse de prix de vente en plus basse, donc je vous laisse imaginer avec des contextes comme on a en ce moment, avec des prix de vente qui sont autour de 380 voire 400 €. Voilà, ça peut devenir vraiment problématique. Et puis l'adaptation à la flore adventice, au niveau du désherbage, aujourd'hui, je vous parlais de l'ambroisie, il y a des secteurs où aujourd'hui on a une technologie variétale, notamment les Clearfield, qui permettent de débloquer certaines problématiques de désherbage et de gérer au mieux le risque. Donc voilà, ce choix variétal reste capital, au même titre que la densité de semis, où finalement là on va chercher à adapter
sa densité de semis et son objectif derrière de peuplement en parcelle à son contexte hydrique. Donc plus le contexte est contraignant, plus je vais réduire en fait mon objectif de densité de peuplement. Donc là, vous l'avez à l'image. Et de cet objectif de densité de peuplement, on peut ensuite viser une densité de semis en fonction du taux de levée qu'on va avoir. Bah, aujourd'hui, effectivement, on a des problématiques à la levée qui peuvent être nombreuses, oiseaux, limaces. Donc on va se chiffrer une perte à la levée. Voilà, si on est à 75%, par exemple, en conditions hydriques très contraignantes, pour un peuplement à 50 000 plantes hectares, on va viser 65 000 graines par hectare. Et à l'inverse, à 85%, on passe à 60 000. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret, mais vous voyez que tous ces facteurs, notamment là sur les densités de semis, on peut avoir jusqu'à 3 quintals de pertes liées à de la surdensité. Ça représente jusqu'à 100 euros par hectare de pertes. Et ben, finalement, l'investissement sur la semence et sur le bon choix de variété et sur le bon choix de densité de semis, ben, on peut vite avoir un retour sur investissement intéressant. Sur les désherbages, donc là, c'est une donnée qui date un peu, vous voyez les chiffres des années, mais c'est pertinent quand même. Le désherbage va être un enjeu encore plus crucial dans les zones superficielles où le déficit hydrique est assez prégnant, puisque là, si on a un niveau d'enherbement important dans une zone où on a un déficit hydrique marqué, et ben, il va y avoir une compétition pour l'accès à la ressource en eau entre les adventices et les plantes de tournesol, et ça peut vraiment pénaliser fortement le tournesol. Donc là, quand on regarde sur un réseau qu'on avait entre 2017 et 2019, un réseau de 18 essais, il y avait à peu près 4,4 quintaux hectares de pertes en moyenne entre les témoins traités et les témoins non traités. Et là, vous avez l'exemple de 2007, où finalement, là sur l'essai, le DRM 38, qui était du coup en Isère, cet essai, où on avait 9,4 quintaux hectares de pertes. L'Isère, pour information, c'est un secteur où au niveau ambroisie, on est assez gâté, quoi. Donc voilà, c'est assez problématique. Et donc ces pertes-là entraînent environ 150 euros hectare de pertes. Quand on voit qu'on a aujourd'hui des programmes de désherbage qui vont coûter environ 100 euros hectare, vous voyez que le retour sur investissement est assez facile à calculer et n'est pas négligeable. Donc attention aussi au désherbage. Là, on a parlé uniquement chimique, mais si on regarde aussi l'aspect désherbage mixte ou 100% mécanique, on a des résultats qui sont pas négligeables, même si le tout mécanique là est un peu en retrait, 67% d'efficacité sur uniquement du binage, ça reste assez correct. Et puis si on va regarder du désherbage chimique avec localisé sur le rang en complément d'un binage, là on a finalement un coût qui est bien moins important que du désherbage chimique pour un rendement équivalent. Donc on a une marge nette qui est supérieure. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça dans la mesure où on est dans un contexte aujourd'hui où on nous demande de plus en plus de réduire les intrants. Là, ça nous permet d'aller vers des choses qui sont quand même assez vertueuses et assez performantes économiquement. On revient sur l'irrigation. Donc là, vous avez un graphique sous les yeux de comparaison de marge brute sur différentes cultures. Vous avez donc en orange la conduite en sèche et en bleu le gain de marge qui est permis avec de l'irrigation. Donc là, c'est environ 100 mm d'irrigation. Donc là, sur des sols superficiels, qu'on a expertisé, donc là, c'est entre 60 et 80 mm. Vous voyez qu'on a quand même des gains qui sont hyper importants. On a une réponse qui est assez forte de la part du tournesol, 80 et 76%, avec des niveaux de marge, finalement, quand on prend le tournesol oléique, qui est à plus de 600 euros hectare, qui est largement devant toutes les autres cultures. Donc effectivement, le soja et le maïs, on l'a dit, besoin en eau très important. Là, on leur met que 100 mm, donc on les contraint, entre guillemets. Donc on a une réponse climatique qui est moins intéressante que le tournesol. Si on regarde en sol intermédiaire, donc 90 à 110 mm de RU, là on a un gain de marge qui est un peu moins important, forcément, parce qu'il y a une disponibilité en eau dans le milieu, mais on a finalement un nivellement des performances des cultures, où là, voilà, on voit que le tournesol, et notamment l'oléique, reste largement au niveau du maïs, voire même un petit peu au-dessus. Mais on a vraiment un nivellement des performances. Ce qui nous fait dire finalement que on a un vrai intérêt du tournesol dans les sols superficiels, quoi. Au niveau intérêt agroéconomique, aujourd'hui le tournesol est une culture qui est une culture d'intérêt pour vraiment diversifier les rotations dans les zones intermédiaires. Ça je le disais, intermédiaire à superficiel, on voit vraiment des performances qui sont intéressantes, qui permettent de déverrouiller certaines problématiques.
On a également un volet qui est intéressant en bio, hein, puisque le tournesol, c'est le deuxième oléoprotéagineux après le soja qui est cultivé en France. Et on a des performances qui sont très très intéressantes, notamment pour l'aspect des herbages, où finalement on est sur des cultures sarclées, où on peut biner assez facilement, quoi. Voilà, et puis on voit des rotations assez diversifiées, hein, à base de tournesol dans le sud-ouest en Poitou-Charentes, dans des bassins historiques, mais aussi dans les néo-bassins, où aujourd'hui on commence à voir des rotations qui s'allongent avec l'apparition de tournesol et qui permettent à des rotations culturelles en difficulté de s'équilibrer et de maintenir des performances qu'on avait il y a quelques années, comme on l'a vu au cours de la présentation. Hop, en guise de conclusion, le tournesol aujourd'hui, donc culture qui est robuste et compétitive, on l'a vu, dans des assolements équilibrés et durables, avec un allongement quand même à minima des rotations, hein, au moins 4 ans, et puis des performances dans des situations stressantes et limitées qui sont très très intéressantes. Mais néanmoins, ce qu'on observe sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une marge de progrès importante au niveau de la technicité à mettre sur la culture, hein. Donc ça implique non seulement l'agriculteur, mais aussi les techniciens et les conseillers. Vraiment, c'est une culture qui avait une image finalement de culture entre guillemets assez facile, qu'on prenait souvent par-dessus la jambe, et finalement, bah, c'est une culture où il faut mettre de la technicité si on veut réussir. Et quand on s'investit réellement là-dedans, on arrive à avoir vraiment des performances qui sont intéressantes et compétitives par rapport à d'autres cultures. Au niveau des perspectives, aujourd'hui, on essaye de maintenir les surfaces sur les bassins historiques, hein, et de développer dans des nouveaux bassins l'introduction de la culture pour remonter également ces surfaces et pour répondre à des enjeux agronomiques qui sont de plus en plus nombreux. Et puis dans l'accompagnement de l'agriculteur, hein, je vous parlais, il faut remettre de la technicité, mais pour remettre de la technicité, il faut former les conseillers et les agriculteurs de demain. Donc ça, on s'y applique au quotidien. Et voilà, remettre de la technicité, mais sans nuire à l'atout de la simplicité de la culture qui reste, comme je vous l'ai dit, une culture avec un cycle court et un temps de travail normalement qui est réduit. On est plutôt davantage dans l'optimisation que dans la surcharge de temps de travail sur cette culture-là. Je vous remercie de votre attention. Bernadette, je te laisse la parole pour présenter les prochains rendez-vous. Peut-être qu'on peut revenir sur ta dernière. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de question qui a été affichée dans le chat, donc ça veut dire que tu as été clair. Voilà. Je ne sais pas si ça va venir d'ici quelques minutes. Donc en attendant, bon, effectivement, si tu veux passer les diapos suivantes, juste pour vous rappeler que donc les prochains rendez-vous des jeudis de TI on propose d'autres thèmes, hein, donc sur le marché des protéagineux le 12 novembre prochain. Une session consacrée au désherbage du tournesol et les nouveautés en particulier. Et puis, pour terminer l'année 2020, un sujet orienté sur l'agriculture bio avec l'implantation des couverts de légumineuses couverts de tournesol. Voilà, alors ça a permis à quelqu'un de rédiger une première question, Alexis, que je vais te poser tout de suite. Alors, je lis, hein, dans l'exemple de l'allongement de la rotation avec un tournesol entre deux blés, est-ce que l'intégration d'un tournesol très précoce juste après la récolte du premier blé est-elle possible? Est-elle possible? Faut-il attendre l'année suivante? Ou faut-il attendre l'année suivante? Alors, ça, tu peux revenir sur la diapo. Ouais, justement, j'y vais. Je repartage le diapo. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Alors, c'était sur celui-là. Sur les rotations, allongement de la rotation, tournesol. Ouais. Alors, entre deux tu peux blés. répéter la question. Alors, est-ce que l'intégration d'un tournesol très précoce juste après la récolte du premier blé est-elle possible? Dans l'exemple allongement de la rotation avec un tournesol entre deux blés. Alors oui, ça c'est des choses. Attendre l'année suivante. Ouais, alors c'est difficile à dire. En fait, l'intérêt aussi, c'est de couper un petit peu la rotation avec un allongement de cette période d'interculture. Aussi, on a la possibilité de faire des couverts et de là, ici aussi, nettoyer un petit peu la parcelle en termes d'enherbement et d'aller chercher ensuite des interventions un peu plus au cœur du printemps, au moment de l'implantation de la culture de tournesol. Donc, c'est possible. Après, en termes d'intérêt, c'est peut-être plus limité. Après, si je sais qu'il y a certains collègues qui
qui sont aujourd'hui présents. S'ils veulent compléter mes propos, ils peuvent, mais voilà, moi, c'est l'avis que je donnerais sur cette question. Alors, ensuite, une question plutôt, on va dire, sur l'itinéraire technique du tournesol, les aspects densité de semis. Donc, en matière de densité de semis, 5000 pieds en sec me paraît très bas. Attention à tenir compte des structures foliaires des variétés. C'est un premier point. Et puis, donc, il y a une autre remarque sur la partie plutôt irrigation. Donc, on peut être sur la densité, je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter sur les aspects, effectivement, peuplement et structure foliaire des tournesols par rapport à la densité de semis. Oui, alors après, si tu veux, c'est des choses qu'on a vues, nous, dans nos réseaux d'observation ou dans nos essais. Hein. Finalement, c'est un peuplement qui était suffisant pour avoir un rendement qui était relativement correct. Maintenant, effectivement, peut-être selon les contextes, hein, il peut avoir un objectif qui est un peu plus important. Il faut bien tenir compte, là, je pense que c'est Hervé qui a posé la question, j'ai cru voir. Oui, c'est ça. Sur les surfaces foliaires des variétés, effectivement, aujourd'hui, quand on a des variétés qui ont des grosses surfaces foliaires et des pouvoirs de ramification qui est assez importante, oui, on peut avoir une nuance sur cette densité de peuplement objectif, quoi. Voilà, et toujours donc Hervé Ancillon qui dit concernant l'irrigation de tournesol, avant de parler de 80 mm d'apport, cibler 40 à 50 mm bien placés en fonction du risque de stress, c'est sans doute déjà très porteur économiquement. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, on l'a fait, là dans la simulation, on l'a mis avec ce niveau d'irrigation là. En tout cas, si c'est le graphique qui est juste après là, où on était à 100 mm, parce qu'il fallait que ça puisse être entre guillemets tenable pour les cultures avec lesquelles on comparait, quoi. Faire comparer du soja et du maïs avec du tournesol en irriguant que 40 mm, ça n'avait pas trop de sens. Voilà, bon, on l'a mis à 100 mm. 100 mm, on s'est dit que c'était la limite la plus basse tolérable. Voilà. Mais effectivement, le point de Hervé est tout à fait pertinent. Si on pouvait simplement avoir un seul tourneau, parfois, ça nous sauverait beaucoup de situations. Je suis d'accord. Ouais. Bah, pour l'instant, pas d'autres commentaires ni questions. Ah, non, si, quelqu'un qui précise. Ah, voilà, ça vient, ça vient. Alors, donc, donc il y a quelqu'un qui dit que suite à des essais en région toulousaine, 40 mm d'apport, c'est plus 7 quintaux cette année observé. Oui, effectivement, la réponse climatique en fonction de l'année, ça peut être très impressionnant. Maintenant, il faut voir sur du pluriannuel, mais effectivement, on sait qu'on a un gain par millimètre qui est assez important. Ouais. Et donc, quelqu'un qui demande comment connaître la surface foliaire des variétés. Oui, sur les surfaces foliaires. Alors, là, j'avoue que j'ai pas la réponse dans l'immédiat, quoi. Ouais. Donc, si quelqu'un se sent de répondre, je laisse la main, mais. Voilà, et puis donc je lis une réponse, une remarque de Claire Martin-Mangeret qui dit: une fois l'équipement d'irrigation mis en place, peu de travail est nécessaire pour un second tour si c'est utile, pour dire que Oui, le oui, plus tout gros à du fait. travail est. Une fois que c'est en place, c'est clair que. Maintenant, c'est la compétition aussi des assolements. Hein. Quand un agriculteur a du maïs à irriguer ou du soja, le choix est souvent très vite fait, malheureusement, quoi. Donc, bon, c'est aujourd'hui de ça que souffre souvent le tournesol. Donc, ouais, alors par rapport à la surface foliaire, il y a Hervé Ancillon qui je crois que c'est lui, je sais pas, qui parle de formule d'André Pouzet dans les écrits du CETIUM, des anciennes références. Ah oui, mais je l'avais pas. Je n'ai pas connu du septième, malheureusement. Alors, il y a des gens qui lèvent la main, Bernadette, là. Ah oui, je vois. Des questions. Les micros sont coupés. Alors, le micro est coupé, je vais peut-être.
essayer de lui remettre normalement. Donc, il y a Victor et Paola qui sollicitent ton question. Oui, alors normalement, C'est bon, il devrait poser, je leur ai il devrait autorisé poser à la rétablir question. le son. Ah, S'ils veulent d'accord. ouvrir Allô, leur micro, ils peuvent. bonjour. Je m'appelle Bonjour. Florian Helmejan, je suis de Roumanie. J'ai deux questions sur la rotation, s'il vous plaît. Oui. Colza et tournesol sont séparés par une année de blé. Ça, c'est pas trop dangereux pour sclérotinia? Chez nous, est-ce que vous avez observé des différences entre la production de blé avec prédécesseur colza et tournesol? Parce que chez nous, on voit dans les dernières années une baisse de production avec colza précédente. Oh, pardon, avec tournesol précédent. Parce que le sol pour le blé et aussi pour le maïs. Donc, quand tournesol fait des rotations, les productions baissent de blé, orge et maïs. Merci. Alors ça, c'est des choses, en tout cas, sur le cas d'étude là qui est situé en Bourgogne. C'est des choses qu'on n'a pas observées. Après, comme on est sur des essais qui sont plutôt sur du long terme, on verra par la suite comment ça évolue. Pour l'instant, c'est pas des essais, des effets que nous avons observés, non, au niveau du sclérotinia. OK. Merci. Parce que chez nous, on dit que dans la même rotation, il ne doit pas exister colza et tournesol. Alors effectivement, dans la littérature, hein, c'est bien si on peut séparer, si on sépare, au moins séparer deux céréales à paille. C'est des choses qui peuvent se retrouver dans certains contextes, oui. Merci. Je vous en prie. Et il y avait Paola qui avait une question aussi, je crois. Alors, je la vois pas. Elle avait levé la main. C'est pour Elle avait ça. levé la main. Oui, oui, mais ouais, où est-ce qu'elle est? Voilà. Je la vois plus dans les participants, Paola. Ah bah, elle a quitté la réunion. Elle a quitté la réunion, je pense. Voilà. Bon, sinon. Je vois la question d'Hervé là sur le. Tu vois, quid de l'avis des OS sur le retour du tournesol? Alors ça justement, ça peut être une des limites hein, sur un territoire, hein, la capacité d'un OS à vouloir collecter aussi du tournesol. Aujourd'hui, alors moi j'ai une vision qui va être très très régionale hein, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a quand même certains OS qui sont assez sensibilisés à cette question-là et qui sont prêts, au vu des marchés qu'on a vus tout à l'heure, hein, qui sont prêts à s'investir un peu plus sur la question du tournesol. Maintenant, effectivement, ça a un impact forcément sur le territoire en termes en termes de dynamique d'assolement. Hein. Si on a un OS qui n'est pas collecteur ou qui fait pas de pushing sur cette culture-là, ça peut être assez compliqué, oui, effectivement. Pour revenir sur la mesure d'indice de l'estimation de la surface foliaire, Claire qui précise qu'aujourd'hui c'est une mesure pas facile à faire, mais que plus tard, avec la télédétection, on peut espérer avoir des moyens plus faciles pour l'évaluer. Tout à fait. Bon, alors je vois que l'intervention est en train d'écrire. Non, il n'écrit pas. Bon, voilà.
Donc, pas d'autres questions en cours. Bon, je pense que on atteint la fin de la discussion. Bon, peut-être qu'en attendant, si jamais quelqu'un a une autre question à poser, si tu veux remettre la dernière diapo de ton diaporama pour signaler, si vous voulez entendre des informations complémentaires autour du tournesol, je vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres techniques organisées par Terrinovia sous forme de webinaire, hein, dans le cadre d'un programme de 17 sessions qui ont été communiquées récemment par différents moyens. Donc, ce sont des sessions, donc le tournesol va ouvrir cette série de 17 sessions le 17 novembre prochain. Et donc, on parlera de beaucoup de choses autour du tournesol. Hein. Notamment, on ouvrira le dossier mildiou. On parlera aussi nouveautés sur le désherbage. On parlera aussi sur les marchés. On parlera pas mal de choses. Donc, je vous incite à vous inscrire à cette session tournesol qui a un intérêt, on va dire, national. Et puis, donc, dans chaque région, on parlera aussi de tournesol en abordant certains sujets sous un angle beaucoup plus territorial. Voilà, donc, pour préciser que ces différents rendez-vous sont complémentaires et donc, voilà, n'hésitez pas à regarder le programme qui se trouve à votre disposition en ligne sur le site de Terrinovia. Voilà, pour terminer. Juste pour répondre à la question d'Hervé, pour le comment s'inscrire, voilà, c'est Bernadette, si tu as. Alors, comment s'inscrire quand vous êtes sur le site de Terrinovia, vous avez une rubrique actualité et événements. Donc, en cliquant sur vous trouverez soit sur la partie actu le programme complet des sessions et donc qui vous permettront d'y accéder et de remplir et d'accéder au formulaire d'inscription tout simplement, ou directement en sélectionnant les différents événements et en choisissant celui qui vous intéresse. Voilà. Donc le plus simple c'est donc le mot d'ordre. D'ailleurs, si tu peux afficher la dernière page de ton diaporama, Alexis, c'était marqué dessus. Voilà. Oui. Donc, il faut aller sur la partie actu de Terrinovia et vous aurez tous les liens dont vous avez besoin. Bon, je te l'ai envoyé par mail, Hervé, l'inscription, si tu veux. Je pense qu'il l'a eu. Ouais. Ok. Voilà. Bon, ben, je crois que si personne n'a d'autres questions, Claire, peut-être, qui dit merci. Voilà, je crois que on peut conclure. Et puis, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé à ce jeudi de TI consacré au tournesol. Et donc, à bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. Et donc, juste pour ceux qui sont encore là, oui, donc j'allais oublier de vous dire que donc vous allez recevoir par mail toutes les informations dont je vous ai parlé en début de session, donc à savoir l'enquête de satisfaction et puis les liens pour télécharger les documents et accéder à la vidéo qui a été enregistrée. Merci.